Bonjour, bienvenue au Conspiratorium. Je suis votre frère Robertin Bahaya. Je suis congolais de père et de mère et je vous invite à notre première édition Kazan 2024. Aujourd'hui, c'était le jour 1. C'était plutôt dédié à l'accueil et à la mise en place des participants. On note la présence des chefs d'État de tous les pays du BRICS, à l'exception de celui du Brésil qui, par contre, s'est fait représenter par un membre puissant de son gouvernement. Le président Lula du Brésil s'est blessé à la tête suite à une chute. Il est tombé, il n'est plus jeune. Il a perdu pied et il s'est cogné la tête. On comprend que la raison pour laquelle son médecin traitant trouve qu'il n'est pas bon qu'il fasse de longs voyages en avion. Cet événement est de grande envergure et son impact sur la géopolitique est énorme. À ce sommet, des résolutions de politiques internationales de type Assemblée de l'ONU, ou la réunion des G7 ou la réunion des G20. C'est ce type d'assemblée que Kazan est aujourd'hui. Ici, on parle d'une monnaie commune et d'un système de paiement, de transfert d'argent et d'autres opérations financières, à l'instar du système SWIFT. Le système SWIFT qui régit les opérations financières mondiales aujourd'hui. Quand, par exemple, nous utilisons des cartes de crédit, des cartes de débit, quand nous devons faire des transferts d'argent, tout ça passe par le système SWIFT. C'est contrôlé au centime près. Donc, on voit tout ce que nous faisons comme opération financière ou monétaire. Les membres du BRICS vont pouvoir utiliser des cartes de crédit et d'autres types de crédits ou de finances entre eux pour des transactions courantes et spéciales. D'ailleurs, il y a quelques jours, nous avons vu l'échantillon de cette carte de crédit qui fonctionne déjà en Russie. Donc la Russie, pendant le Covid, la Russie a travaillé très fort. Pendant le Covid, tout était fermé, mais il s'est passé énormément de choses. Quand nous avions des confinements, les armées du monde se gonflaient les muscles. Les politiques du monde se parlaient pour fomenter ce qu'ils ont en vue de la direction du monde. Les pays occidentaux étaient en train de formuler et à mettre en place la gestion unique de cet univers par les Américains. Au même moment, la Russie, la Chine, l'Inde et d'autres pays du BRICS eux aussi étaient en train de monter leur système qui va mettre en échec cette gouvernance unitaire, cette gouvernance du cartel du mal, du cartel des brigands qui était chapeauté par le parrain du mafia, de la mafia, une mafia, le parrain de la mafia, États-Unis. Et c'est ainsi que les choses ont évolué. Ce qui fait qu'à la fin du Covid, à la fin du confinement, d'ailleurs, vous savez que le Covid, c'est un des virus du grippe, de la grippe, c'est qu'il a toujours existé. Vous le savez, en 2009, ici en Occident, on avait connu ce virus qui était venu, qui s'était propagé à partir du Mexique. Et quand on regarde sur le site de Santé Canada, sur le site du National Health Institute des États-Unis, vous voyez qu'ils appelaient ça COVID-09. Donc, Covid de 2009.
ce qui va engendrer le Covid de 019 ou Covid-19, donc de 2019. C'était préparé, c'était voulu. Je laisse ça de côté, on y reviendra ou ça peut toujours tomber dans une de nos échanges et nous allons en parler. Voilà, le but du BRICS, de cette réunion, est d'institutionnaliser l'usage de monnaie nationale des États membres et d'autres formes de transactions convenues entre les parties à l'opération, sans contrainte, sans intimidation, sans menace, sans sanctions économiques, sans sanctions militaires, etc. Les voies qu'utilisent toujours les Occidentaux, c'est des sanctions, des menaces, des intimidations, et tout ce que vous voyez, des coups d'État, tout ça. Les BRICS sont en train d'instituer une forme de gouvernance dont les parties à l'opération, les parties à la convention vont pouvoir faire des choses entre eux sans contrainte, sans menace, sans sanctions économiques, militaires, sans renversement de pouvoir. C'est ça que les BRICS veulent. Et c'est ça qu'ils sont en train d'instituer. C'est une raison de plus à être attrayant. Oui, à l'Occident, on va dire, soit vous êtes avec nous et vous suivez nos règles, ou vous n'êtes pas avec nous et nous vous détruisons. Au BRICS, on dit, vous pouvez être avec nous par choix et vous serez aussi avec quelqu'un d'autre par choix également. C'est totalement deux choses, deux philosophies différentes, deux politiques différentes. Et ça attire tout le monde. Même le très ombrageux et mesquin Macron avait demandé de participer à une réunion de BRICS en Afrique du Sud, vous vous rappelez? On a dit non, 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 très cher galeux, retire-toi. Alors, prenons l'exemple du contrat d'exploitation minérale entre les Chinois et le gouvernement congolais. Le président Fachi Tshisekedi avait demandé à la Chine la renégociation, la révision de ce contrat-là qui fut illégal et inégal. Ce fut un contrat inégal complètement à la signature par le gouvernement Kabila. Le gouvernement Kabila avait des gens qui peut-être ne portent pas le pays, ne portent pas la RDC dans ses intérêts. Tout ce qu'ils voyaient, c'est ce qu'ils peuvent retirer de ce contrat-là pour leur propre poche. Alors, ils ont négocié avec les Chinois, ils ont tout donné à la Chine, ils ont dit, bon, verse-nous nos dividendes dans nos poches et le reste, vous pouvez faire ce que vous voulez. Tshisekedi arrive, lui, il dit, non, ce contrat n'avait pas lieu d'être. C'est vraiment pas un contrat en bonne et due forme. Alors, il a demandé aux Chinois, vous pouvez garder le marché, mais nous allons revisiter le contrat, nous allons le renégocier. Les Chinois qui savaient que exactement, avec le gouvernement Kabila, c'était plutôt une entente entre amis mafieux, ils se sont dit, oui, Tshisekedi, nous voulons garder le marché, nous acceptons de renégocier et de revisiter le contrat, le refaire de fond en comble. C'est ce que Tshisekedi a fait avec les Chinois, les mêmes Chinois. Vous voyez, quand on a la bonne foi, quand on a l'amour de son pays, de son peuple, on peut faire des miracles, on peut faire des choses incroyablement bonnes pour le pays. Et quand on ne porte pas le peuple, tout commence par le peuple. Quand on aime une personne, on pose des actes, on dit des choses qui sont pour l'intérêt de la personne et le bien de la personne. Mais quand on ne l'aime pas, on s'en fout de la personne. On fait seulement ce qui est bon pour soi-même. Ainsi, Tshisekedi qui aime les Congolaises et les Congolais et qui aime le Congo a renégocié le tout.
pour le bien de son peuple, le bien du pays. Vous voyez? Et voilà. La Chine avait accepté, avec empressement même, et de bonne foi. Ça, c'est vraiment épique et c'est spécial. On ne voit pas cela avec les pays occidentaux, les puissances coloniales esclavagistes de l'Ouest. Jamais, on ne voit pas cela. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. S pour South Africa, Afrique du Sud, est un bloc de rupture. Nous allons tout le temps parler maintenant de rupture, de la mort de l'ancien système colonialiste, l'ancien système esclavagiste de l'Occident, et la naissance de ce nouveau système, qui est le système de l'entente, de l'amitié, des échanges égal à égal, du respect, de la souveraineté et de l'indépendance des États. Le BRICS. C'est la rupture avec le système brigand et mafiaesque occidental qui consiste à établir un système bicéphale qui concourt seulement au bien-être des puissances occidentales et l'autre le moins glamour ou qui est imposé au reste des pays et voire aussi des puissances intermédiaires. Concourir au seul bien-être des puissances occidentales, ça, c'est la rupture que le BRICS veulent implanter. Nous allons prendre l'exemple de l'esprit BRICS. Le Nigeria, il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas, j'espère, le Nigeria, qui est un pays africain, le Nigeria a décidé de commencer à vendre son pétrole et ses produits pétroliers en monnaie locale, en monnaie nigériane. Donc désormais, quand le Nigeria va vendre son pétrole et les produits découlant du pétrole, les transactions doivent se faire en monnaie locale nigériane. Ce n'est plus en dollars du tout, ce n'est plus en euros du tout. Vous voyez? Nous pouvons prendre cet exemple-là. Nous pouvons prendre l'exemple de la Russie et l'Inde. Depuis le début de l'opération militaire russe en Ukraine, comme on avait imposé des sanctions de toutes sortes sur la Russie, or, l'Inde avait besoin de continuer à marchander avec la Russie. Les 2 pays se sont entendus. Le paiement, moitié-moitié, en rouble russe et en roupie indien. Ils ont laissé de côté le dollar. Nous pouvons aussi prendre l'exemple de la Russie et la Chine. Et aussi, ils ont commencé à faire des transactions, des commerces, des échanges 50-50, moitié-moitié, en rouble russe et en yuan chinois. Ça, c'est énorme. C'est un choc pour les Occidentaux du dollar. Et ça va continuer comme ça. Et vous savez quoi? En ce moment même, en Occident, vous savez ce qui se passe. On ne parle pas de cette réunion, de ce sommet du BRICS. Ils ont effleuré du bout des lèvres cette situation en disant ceci. Quand vous lisez les médias en Occident, ils sont en train de dire ceci, que Vladimir Poutine, il ne parle pas de la Russie. Vladimir Poutine
a conjuré, a organisé une réunion à laquelle prennent part certains amis et des pays en mal de position pour discuter de ce que la Russie voudrait que ce pays-là fasse. Vous voyez comment on est en train de tordre. Ils ne citent même pas le mot BRICS. Parce que s'ils citent le mot BRICS, leurs citoyens vont aller checker BRICS c'est quoi. Et ça va paraître devant leurs écrans. Ils veulent pas ça. Ils continuent à abrutir leur population. Ça vous étonnerait, quand vous êtes ici en Occident, de trouver comment le peuple est abruti. Et je le dis, c'est sans prétention. Le peuple est abruti, amené à croire qu'il est intelligent parce que on lui fait croire qu'il est supérieur au reste du monde. C'est tout s'arrête là. Alors, le peuple gobe ce que les médias disent. Or, les médias sont à la solde des États et des groupes financiers, des grandes agglomérations pharmaceutiques et militaires et des propriétaires de ces médias. Ils ont ce qu'ils aiment appeler le narratif, donc un courant à suivre, de discours. Le discours, c'est ça. Ils vont dire, c'est ça. Donc, ils vont uniformiser ça. Si tu ouvres CNN, que tu ouvres France Inter, TFI, TV5, BBC, tu trouves que tous, ils parlent de la même chose, utilisent les mêmes vocabulaires, ils ont les mêmes expressions et ils disent exactement la même chose dans le même canal, dans le même courant d'idées. Et la population en Occident va gober cela comme du cash qu'on reçoit à la banque. Par contre, si vous allez dans les médias de l'Est, mettons CGTN de la Chine ou RT de la Russie, vous trouvez que le discours est diversifié. Il parle de choses de partout au monde sous l'angle de ceux qui vivent les nouvelles sur place. Ils ne cherchent pas à maquiller, bien sûr que ce sont des médias. Ils vont vouloir faire voir ce qui se dit ailleurs sous un angle vu de chez eux, sans tordre la réalité. Ce n'est pas comme les médias en Occident. C'est pour cela que ils ont cette peur bleue du BRICS. Parce que le BRICS, c'est le sommet. Ce sommet à Kazan, l'état de Kazan en Russie, la Russie est une fédération, comme c'est une fédération, c'est une composée, ou c'est un composé ou une composition de plusieurs États à l'intérieur, qui sont gérés comme chez nous, on gère les provinces. Alors, dans cet état-là, à Kazan, où se tient ce sommet, on discute des politiques futuristes, de politiques économiques, financières, militaires, culturelles, sportives du futur, qui va contrebalancer le mensonge, les intimidations, les menaces de l'Occident. Pendant qu'eux, ils sont en train de faire cela, et qu'ils sont en train de vouloir que les pays soient libres, stables, indépendants, on a les États-Unis, par Israël, qui sont en train de détruire le Liban, sont en train de détruire la bande de Gaza. Vous voyez ce qui se passe. Ils sont en train de... Ils peuvent attaquer l'Iran n'importe quand. Pendant ce temps, vous voyez comment la France est en train d'assiéger des pays du CFA.
Pendant ce temps, les États-Unis et la France, l'Union européenne, sont en train de combattre les pays de l'EAS. Donc, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Pendant ce temps, les États-Unis et l'Union européenne sont en train de saccager la République démocratique du Congo, mon pays, ma nation, en utilisant les pays environnants de la RDC et en l'occurrence le Rwanda, chef de file, et l'Ouganda, incluant le Kenya et les autres États. Même l'Angola est déjà dans le coup. C'est tout ce qui se passe. Pendant ce temps, on menace les pays qui veulent aller ou qui sont allés à Kazan pour participer ou assister au sommet de BRICS. On leur dit, vous ne devez pas aller là. Mais les pays disent, le monde a changé. Vous n'êtes plus la puissance unique à dicter le tout. Nous y allons. Et dans le passé, on a même refusé. Vous vous rappelez quand il y a eu le sommet Russie-Afrique, on a non seulement donné des injonctions aux chefs d'État et de gouvernement de ne pas aller à ce sommet-là, ceux qui s'entêtaient à y aller, on leur a refusé de survoler les espaces de certains pays, les espaces qu'ils étaient censés prendre pour se rendre à Petersburg, en Russie, à ce sommet Russie-Afrique. Alors, ces chefs d'État et de gouvernement devaient maintenant faire des contours incroyables pour passer par des pays amicaux, des pays qui ne refusent pas qu'on survole leurs espaces afin d'atteindre la Russie. Et c'était pénible. Mais Dieu merci, tout cela est en train de changer. Est-ce que ça va être facile? Non, 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 ça ne peut pas être facile du tout. Pourquoi ça ne peut pas être facile? Voyez, avant la Deuxième Guerre mondiale, on utilisait le livre sterling, la monnaie du Royaume-Uni, comme la monnaie de change. Quand les États-Unis sont venus, après la Deuxième Guerre mondiale, s'imposer à tous les autres États qui étaient affaiblis par le coût de la guerre, ils ont imposé le dollar. Non, même avant cela. Vous savez, les États-Unis, c'est eux qui avaient financé les pays belligérants de la Deuxième Guerre mondiale. Le bloc qui était contre les nazis était financé par les États-Unis et les nazis allemands de Hitler étaient financés aussi par les États-Unis. Donc, ils ont fait de l'argent en finançant les deux côtés qui s'entretuaient, avec des intérêts colossaux. C'est ainsi qu'après les guerres, les Américains ont demandé leur paiement. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Ils se sont fait payer en nature, dans le bon sens. Ils se sont fait payer en nature, donc en or et en argent. Ils ont complètement vidé les réserves en or et en argent des pays belligérants, sauf la Russie qui a payé aussi une partie en or et a continué à payer en dollars parce que après la Deuxième Guerre mondiale, comme je venais de le dire, je voulais juste signaler cet aspect de choses-là, les États-Unis ont exigé que les transactions de l'énergie, donc de la vente de produits énergétiques qui étaient principalement en pétrole,
Et le pays qui était le plus producteur du pétrole, c'était l'Arabie Saoudite. Les États-Unis ont exigé que ce soit fait en dollars. Et ils ont proposé maintenant, non seulement qu'ils ont d'abord exigé que ce soit fait en dollars, et ils ont proposé, et peut-être imposé aussi, à l'Arabie Saoudite, le soutien ou la protection militaire. Ils ont dit à l'Arabie Saoudite, aucun pays ne pourra vous attaquer, nous allons vous protéger. Dans l'entretemps, vous vendez votre pétrole et vous achetez n'importe quoi en dollars américains seulement. Et ils ont commencé à se faire énormément de sous. Aujourd'hui, les pays de BRICS veulent ramener l'ancien système de transactions à l'origine en nature. Pendant le Covid, la Russie a commencé à faire des réserves incroyables en or et en argent. La Chine aussi a fait autant. L'Inde, pendant que nous on était là, enfermés chez nous, ces pays-là faisaient cela. Et comment nous l'avons su? Parce que nous allons lire les médias de ce pays-là. Nous allons lire pour voir ce qui se passe dans ces pays-là. Nous avons trouvé que la réserve russe, chinoise et indienne accumulait énormément d'or et d'argent. Les hypocrites américains ont commencé à acheter beaucoup d'or et de diamants et aussi d'argent auprès des Russes. Les hypocrites américains ont commencé à faire cela. Les hypocrites français, suisses et d'autres pays ont commencé aussi à faire beaucoup de réserves d'or et de diamants. Ils n'ont pas parlé de ça. Ils ont gardé ce secret-là pour que ça ne se sache pas. Pourquoi? C'est parce qu'ils voyaient ce qui arrivait. Les BRICS savaient qu'ils vont arriver à cette journée, jour 1, de changement de cap. Opposé maintenant aux États-Unis un autre système qui n'est plus SWIFT. Opposé à l'Occident un autre système qui n'est plus SWIFT. Donc les pays des BRICS vont commencer à utiliser un autre système que vous allez suivre peut-être demain, ils vont le déclarer peut-être après-demain, ils vont le déclarer un système de paiement. Et les cartes de crédit déjà utilisées en Russie sont là, qui ne sont plus des Mastercard, qui ne sont plus des Visa, qui ne sont plus American Express ou les autres formes de paiement occidentaux. C'est du nouveau. Si vous allez en Russie, vous venez avec votre Mastercard, ça ne s'utilise plus. Vous venez avec Visa, ça ne s'utilise plus. Vous devez prendre la carte de crédit locale. Et ça fonctionne très bien. Je n'ai pas encore utilisé ça. Je suis les nouvelles. C'est ceux qui sont sur place, nous montrent. Ici, je suis venu avec la Mastercard, elle est là. Ça ne fonctionne pas. Mais j'ai acheté cette carte de crédit russe. Regardez, ça fonctionne. Internet. Les Russes ont fait leur propre Internet parce qu'ils savaient qu'à un moment, les Américains veulent leur couper la communication de grosses plateformes. Ils ont créé leur Internet. Ils ont créé leur forme de Facebook. Ils ont créé leur forme d'Instagram. D'ailleurs, si vous connaissez ce qu'on appelle le Telegram, c'est russe, ça a été fait par un russe. Et c'est très, très populaire là-bas. C'est très populaire partout au monde parce qu'eux ne font pas des restrictions.
ne sont pas comme... vous voyez, mes vidéos ces temps-ci, quand je les mets, parce que juste, je dis des choses qui sont dans les journaux ici, qui sont dans les journaux partout. Quand je les dis, je vois que ma vidéo est bloquée. Pendant 2 jours, 3 jours, même moi-même, je ne peux pas ouvrir cette vidéo-là. Je la vois, elle est là, je viens pour l'ouvrir, je ne peux pas l'ouvrir. C'est bloqué. C'est juste écrit privé. C'est pas moi qui les rends privés. Moi, mes vidéos, je les rends publiques. Pour que vous puissiez échanger avec moi, pour que vous puissiez voir ma façon de penser et que moi aussi je puisse voir la vôtre. Mais c'est écrit privé. Je vais essayer, ça ne fonctionne pas. 2 jours après, 3 jours après, là, je suis capable d'aller voir ma vidéo à moi. Mais vous ne serez pas capable de la voir. Et c'est à ce moment-là que je serai autorisé de la rendre publique. Juste parce que les gens qui se sentent vexés par ce que je dis, vous voyez, c'est pour ça que quelquefois certains gens, ou la plupart des gens, vous demandent de liker leur vidéo. Parce que si vous ne likez pas la vidéo, ils en profitent pour ne pas la rendre disponible aux gens qui pourraient la voir. Si par exemple, ceux qui vont faire le pouce en bas sont plus nombreux que ceux qui font le pouce en haut, YouTube va me dire que ma vidéo a été dénoncée ou ma vidéo ne suit pas la politique de YouTube. C'est qu'il la bloque. C'est que, s'il vous plaît, il ne faut pas rejeter la vidéo au complet. Si vous trouvez qu'il y a des choses que vous n'aimez pas, vous ne faites pas le pouce en bas pendant que vous avez aimé d'autres choses. Faites seulement le pouce en haut. Cela ne veut pas dire que vous avez accepté tout ce que j'ai dit. Cela ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai dit. C'est juste pour dire, ok, on t'encourage, tu as dit d'autres choses que moi je n'accepte pas, mais je suis d'accord avec ça, ok, je te donne le pouce. Et ma vidéo sera vue par d'autres personnes. Et c'est avec ça que je m'améliore, parce que vos critiques, vos apports m'améliorent. Parce que si vous ne critiquez pas ma vidéo, si vous ne donnez pas votre point de vue, je ne saurais pas que je suis dans l'erreur. Je peux voir quelque chose qui se dit de la même façon en France et en Chine, je viens en parler, mais ce n'est pas la monnaie cash. Vous avez une autre source, ou vous êtes spécialiste de la question. Vous me dites non, ce que vous dites n'a pas de sens. Voici ce qu'il y en a. Je suis le spécialiste. J'ai un master, j'ai un doctorat, PhD dans cette discipline. J'ai défendu ma thèse exactement sur ce dont tu parles, mais tu es à côté de la plaque. Voici la réalité. J'irai voir ce que vous dites. Je vais m'en inspirer et je reviendrai corriger. Mais si vous dites rien, vous faites seulement le pouce en bas, vous n'aidez personne. Parce que moi, j'ai plus de 600 personnes qui regardent mes vidéos régulièrement. Et d'autres qui ne sont pas abonnés. Plus de 600 personnes, j'en ai, je pense, 658 personnes qui sont abonnées à cette petite chaîne, le Conspiratorium TV. Donc ces gens-là peuvent voir mes vidéos chaque jour parce qu'ils vont recevoir notification que j'ai laissé une vidéo sur la plateforme. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas abonnés chez moi, qui vont voir ces vidéos. Mais si vous me donnez les bonnes informations et que moi aussi j'en parle, ce sont vos connaissances, ce sont vos recherches qui seront vues, entendues par plusieurs personnes d'autres. Et je me ferai le plaisir de venir dire que non, tel spécialiste m'a plutôt dit ceci. Il y aura un autre spécialiste qui viendra dire, n'ayez pas peur qu'on vienne vous contredire, que notre spécialiste dit, non, Bertin, ce que l'autre là a dit là, c'est de la merde, c'est plutôt ceci. Je viendrai dire, ah, tel avait dit ceci et je l'ai répété, mais voici ce que vient de me dire tel autre, un spécialiste de la question qui a un avis contraire. Et c'est comme ça qu'on évolue. Les États-Unis
vont demeurer une puissance militaire. Ils vont demeurer une puissance économique. Ils vont demeurer une puissance culturelle. Mais ils ne seront plus la puissance unitaire, la puissance primordiale du monde. Ils vont maintenant devoir partager ce pouvoir-là avec d'autres. À l'occurrence, la puissance militaire que les États-Unis veulent pas, comme nous disons au Canada, qu'ils le veuillent ou pas, vont le partager avec les Russes. Ils vont le partager avec les Chinois et l'Inde et d'autres puissances. Leur puissance économique, ils sont en train de la perdre. La Chine va être, ou la Chine l'est déjà, première puissance économique, suivie des États-Unis. Mais pour combien de temps les États-Unis vont être là? Parce que c'est un pays endetté jusqu'à l'os. Les États-Unis ont une dette nationale, s'il vous plaît, de plus de 30 trilliards de dollars. Et vous pensez qu'ils vont payer ça? Non. Ils vont continuer à entretenir leur mode de vie en vivant sur des cartes de crédit et de vol, des menaces de cambriolage. Quand ils vont détruire un pays, ils assiègent, ils prennent tout ce que ce pays-là a. Comme aujourd'hui, au moment où je vous parle, les Américains ont pris ce territoire-là, je parle des Razors, des Razors en Syrie. C'est là que se trouvent les champs pétroliers de la Syrie. Ils ont privé ça des Syriens, propriétaires du pays. Les Américains ont pris ça et ils exploitent le pétrole. Ils s'enrichissent de ça. C'est un seul exemple que je vous donne. Quand ils ont envahi la Libye, ils sont allés tout droit à la Banque centrale. Ils ont vidé toutes les devises gardées dans cette banque centrale. Ils ont vidé toutes les réserves en or que Kadhafi avait accumulées pour son peuple et que Kadhafi voulait utiliser comme monnaie nationale, monnaie unitaire pour les pays africains, afin qu'on puisse faire les transactions financières avec de l'or. Ils sont allés prendre ça. C'est partagé avec ceux qui l'ont aidé à détruire le pays. Quand ils avaient attaqué l'Irak, qu'est-ce qu'ils ont fait? Directement à la Banque centrale, vider toutes les devises en dollars et aussi les réserves en or et en diamant. Ils ont tout pris. C'est ça qu'ils avaient fait à l'URSS, à la dislocation de l'URSS. Ils ont dit, ah non, vos richesses sont un danger. Vous voyez, Gorbatchev, non, vous pouvez pas faire. Prenez l'argent là, sortez ça de Moscou, Moscou est en danger. Il y a trop de banditisme. Allez garder ça en Tchétchénie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une rébellion en Tchétchénie. Les Américains sont allés là-bas, ils ont pris, ils sont partis avec. C'est pour ça que Gorbatchev est leur chouchou, suivi de l'ivrogne Yeltsin. Les Russes considèrent Gorbatchev comme un traître. Les Russes appellent Gorbatchev un traître. À la mort de Gorbatchev, les Russes ne l'ont pas pleuré. Les Russes ne célèbrent pas Gorbatchev. Mais en Occident, on a célébré la mort de Gorbatchev, on l'a mentionné. Il disait comment et combien Gorbatchev était une personne importante et de valeur supérieure. Pendant qu'en Russie, ce n'est pas pareil. C'est parce que le traître Gorbatchev a brigué, a dilipendé et il a complètement saccagé son propre pays au profit des Occidentaux.
Et pourquoi ils n'aiment pas Vladimir Poutine? Parce que Vladimir Poutine, lui, il est venu ramener son pays à son peuple. De la même manière qu'aujourd'hui, ils détestent Tshisekedi parce que Tshisekedi est venu ramener la RDC aux Congolaises et aux Congolais. Moi, ce que j'ai aujourd'hui contre le gouvernement Fachi, c'est ce manque-là de mordant, c'est ce manque-là de... Peut-être que si j'étais dans les mêmes conditions objectives, je ferais pareil comme lui, parce que euh, le pays n'a pas de soubassement et on doit faire attention parce qu'on peut nous balayer d'un seul coup de patte comme ça là. Alors oui, il évite d'avoir des ennemis, il évite d'avoir trop. Bon, les ennemis sont là, mais il évite de se faire attaquer ouvertement. Il évite qu'on puisse marcher sur le pays. Alors, peut-être qu'à un moment, il va sortir les dents. Mais c'est ce que je reproche seulement au gouvernement. Le manque du mordant. Le manque... Parce que vous vous rappelez quand Fathi a pris le pouvoir et qu'il était là avec beaucoup de, de d'ambition. Il voulait remettre la justice. On a vu le pays bouger. Vous vous rappelez comment tout le monde était emballé? Tout le monde était emballé parce qu'on voyait ce changement-là. Peut-être que les menaces qu'il a connues par-ci par-là l'ont amené à jouer du prudent. Et quand tu joues du prudent, tout d'un coup, nous, on le trouve comme faible, comme s'étant détourné des politiques de son père. Parce que son père était radical. Son père était radical. Et on croyait que quand l'UDPS va prendre le pouvoir, l'UDPS sera radical. Mais tout d'un coup, on voit que l'UDPS n'a pas de dents. C'est parce que l'UDPS a pris le pouvoir, a pris la gouvernance du pays. Parlons de la gouvernance du pays au lieu de parler du pouvoir. A pris la gouvernance du pays sans avoir le pouvoir, car le pouvoir était entre les mains de l'opposition. Et l'opposition, c'est les dirigeants d'hier qui ont fait 23 ans au pouvoir. Ils ont tué, ils ont détruit toutes les institutions qu'ils avaient trouvées à leur accession au pouvoir. Le tissu économique, ils l'ont balayé. Et ils ont commencé à travailler comme des mafiosos, comme on travaille à la mafia, de personne à personne, des transactions obscures. Alors il faut chanter le nom du dirigeant. Raïs Kabila, oh vieux tel, hein, honorable tel. Du temps de Mobutu, on connaissait les députés qu'on appelait les comment on les appelait? Les députés, les parlementaires, comment on les appelait encore? J'oublie. Mais ce n'était pas comme aujourd'hui où l'honorable a plus de pouvoir que n'importe qui. On n'avait pas des gens qui s'imposent à conduire leur véhicule dans le sens contraire de la circulation et créer des bouchons d'embouteillage incroyables. On n'avait pas des gens qui cachaient les plaques d'immatriculation de leurs véhicules parce qu'ils veulent s'imposer sur la population. Tout ça est arrivé sous Kabila. Kabila est venu détruire le pays, le saccager, le saboter, c'est tout ce qu'il a fait. De toutes les façons, c'était le but des Occidentaux, non? Saccager le pays, le dépecer en morceaux et se le partager. Et c'est le même but qu'ils ont aujourd'hui. C'est ça qu'il est en train de combattre. Il y va prudemment. Mais quand on trouve que les gens qui sont en face ne veulent que votre mort, qu'est-ce que vous faites? Vous vous battez, mais vous demandez de l'aide. Tshisekedi ne demande pas de l'aide. Il pense que ces gens-là finiront par comprendre un jour. Non, ils ne comprendront jamais. Pendant que le Rwanda tue 15 millions de Congolais,
C'est documenté, c'est reconnu aux Nations Unies. Les mêmes gens-là qui sont puissants aux Nations Unies viennent nous dire que non, ne dérangez pas le Rwanda. Par contre, il faut négocier avec le Rwanda qui est en train de nous combattre par des supplétifs, par des proxys comme le M23 ou l'AFC de Nanga et d'autres groupes armés, l'ADF des Ougandais. Il faut négocier avec eux, c'est ce qu'on nous dit. Il ne faut pas parler du mal, il ne faut pas avoir un langage, parce que votre langage de dire aux Rwandais que vous sont en train de tuer des Congolais, c'est un langage de haine. Il faut arrêter ça. Il faut plutôt dire, très chers frères rwandais, nous vous aimons, et ce que vous faites chez nous n'est rien d'autre que venir nous visiter et assiéger nos terres pour notre bien. Vous prenez nos minéraux pour notre bien. Vous les amenez en Occident pour notre bien. Vous construisez votre propre pays pour notre bien. Nous devons accepter ça. Et surtout, comme vous avez assiégé le pays, vous voulez l'annexer au vôtre. C'est pour notre bien. Très chers Rwandais, nous n'avons rien contre vous. C'est ça qu'on nous demande. C'est ça que Macron a demandé à Tshisekedi. Non, on ne peut pas faire ça. Les BRICS commencent sur le jour 1, c'est qu'il n'y a pas grand nouvelle à vous donner. Les nouvelles vont suivre quand ils vont commencer à déclarer les décisions prises. Mais aujourd'hui, c'était la mise en place des invités et le lancement du sommet. Et nous vous donnons déjà des préambules à ça, que vous savez déjà qui vont arriver. L'Organisation mondiale de la santé, les BRICS vont avoir une forme d'Organisation mondiale de la santé version BRICS. Ils vont avoir des Jeux olympiques qui ont déjà même commencé en Russie. La Russie a organisé des Jeux olympiques dernièrement de type pays du BRICS. C'est des Jeux olympiques, c'est le précurseur déjà de nous montrer que les Jeux olympiques que nous allons connaître prochainement pourraient être maintenant le contre, le balancement de ce qu'on a. Parce que, regarde, les Jeux olympiques que nous avons aujourd'hui, quand ils ne défendent pas aux Russes d'y participer, c'est imposer aux Russes de ne pas utiliser leur hymne national, de ne pas porter les drapeaux russes, c'est d'accuser les Russes de ceci ou de cela, dire qu'ils se dopent pendant qu'ils se dopent pas, suspendre des athlètes russes, dire aux Chinois qu'ils exagèrent, que des Chinois sont en train de jouer contre les règles, tout ça pour favoriser les Occidentaux. Alors, ne vous étonnez pas de voir des Jeux olympiques BRICS. Et c'est les BRICS qui ont beaucoup plus de monde. C'est les BRICS qui ont beaucoup plus d'athlètes. Et les amis de BRICS qui vont venir, les pays latinos, les pays africains, d'autres pays asiatiques. Ne vous étonnez pas aussi de voir que le FMI, la Banque mondiale, auront un opposant, une banque de BRICS, où les pays vont venir s'endetter. Évidemment, il y aura des intérêts parce qu'on ne peut pas vous donner l'argent. Je vous donne 10 dollars que je vous prête, ça sort de ma poche et moi j'attends 15 jours après, vous venez vous me redonner 10 dollars. Mais non, vous allez me donner 15 dollars parce qu'il y a un manque à gagner. Quand je vous donne mon argent, je ne l'ai pas utilisé. Alors, quand la banque donne l'argent, la banque doit faire des intérêts. Mais ce ne sera plus des intérêts de type à mettre un pays par terre et de le prendre en otage. Est-ce qu'on aura encore besoin de s'endetter comme ça? Parce que la République démocratique du Congo peut venir voir un pays comme la Russie, par exemple. Il dit, j'ai besoin de 4 Su-57, qui est l'équivalent du F-35. L'équivalent. Non, il est supérieur au F-35, il faut se le dire là, on ne s'en cache pas.
Alors, le Su-57 est supérieur au F-35. Même si le F-35 est bourré d'ordinateurs, tout ça, mais ça le rend inefficace au travail, au combat. Le Su-57 est déjà au combat et nous voyons. Alors, si la République démocratique du Congo a besoin du Su-57, il va juste venir et dire, au lieu de prendre, d'aller s'endetter auprès du FMI, auprès de la Banque mondiale, afin d'acheter les Su-57, nous demandons aux Russes de nous les donner en échange de tant de kilos de coltan, de tant de kilos d'étain, de tant de kilos d'aluminium, de tant de kilos de diamants, de tant de kilos de cobalt. C'est ça. C'est comme ça que ça va fonctionner. C'est un système de troc. C'est le troc, mais amélioré. Est-ce qu'au BRICS, il va y avoir un système électronique de paiement? Bien sûr. Est-ce qu'il va y avoir une monnaie électronique du BRICS? Oui, bien sûr. Mais qui va avoir comme soubassement les produits énergétiques? Les produits énergétiques sont multiples. Il y a le lithium, il y a le cuivre, il y a le cobalt, il y a le germanium, il y a le pétrole, le gaz et tant d'autres. Et notre bon vieux or, l'or va reprendre du poil de la bête. Donc le dollar américain, là, les États-Unis, l'argent qu'ils ont comme des feuilles, de l'herbe qui pousse partout, ils vont continuer à l'avoir pendant quelques années encore, peut-être une ou deux décennies. Mais ça va descendre. Parce que sur chaque dollar émis par la Banque fédérale des États-Unis, il y a un intérêt qui lui revient. Non seulement vous retournez le 1 dollar, mais l'intérêt par-dessus aussi. C'est pour ça qu'ils ont autant d'argent, incluant maintenant le vol, l'extorsion, le pillage, les meurtres, les chantages de toutes sortes. Vous voyez, ils ont pris 300 milliards que la Russie utilisait pour faire des transactions avec eux, qui étaient gardées dans des banques en Occident. Ils ont saisi ça. Et ils sont en train de vouloir se partager ça entre 300 milliards. Si les Russes ne faisaient pas de commerce avec eux, ils auraient gardé ça chez eux. En or, en diamant. C'est pour ça que les pays veulent quitter le système de l'Ouest, qui est un système fait sur mesure pour leur bien seulement à eux, à ce qu'ils se considèrent supérieurs, et nous sommes des sous-humains. Et d'ailleurs, regardez comment vous êtes sans ignorer, vous savez que Hitler est une création des Américains. Vous savez que l'Allemagne d'Hitler a été financée par les Américains. Et ils ont, pendant plusieurs années, fait la campagne de montrer aux Allemands qu'ils étaient supérieurs à d'autres races. Et cela a galvanisé les Allemands jusqu'à s'armer jusqu'aux dents. Et ils ont montré aux Allemands l'ennemi à abattre. Ils ont pointé la Russie.
Et les Allemands se sont déplacés en passant sur tous les pays. Les Allemands ne détruisaient pas les pays qu'ils annexaient quand ils avançaient vers la Russie. Ils ne détruisaient pas les pays du tout. Paris, Londres, je sais pas, des autres pays tchèques, la Pologne, tout était intact. Par contre, ils prenaient les citoyens de ces pays-là, en faisaient leurs armées et ils avançaient vers l'URSS. Parce que les Américains leur avaient pointé l'ennemi. Ils avaient fait croire aux Allemands qu'ils étaient la race supérieure. De la même manière qu'aujourd'hui, ils ont galvanisé les Ukrainiens pour leur dire, vous êtes la race supérieure. Oui, les Ukrainiens disent qu'ils sont la race blanche supérieure aujourd'hui. Et qu'ils sont, on leur a pointé l'ennemi, comme on avait fait avec Hitler, la Russie. Ils ont dit, les Russes sont supérieurs, ce sont des sous-humains. Allez-y, nous allons tout vous donner. Et c'est ce qu'ils ont fait. Comme du temps d'Hitler, les Russes sont en train de démanteler l'Ukraine aussi, aujourd'hui. Contrairement au temps d'Hitler, où c'était les Allemands qui étaient au front, aujourd'hui, c'est plutôt tous les Occidentaux qui sont au front en Ukraine, habillés en uniforme de l'armée ukrainienne pour combattre la Russie. Et la Russie est en train de leur infliger un nez rouge. Bouambé. La Russie a gagné la guerre. Est-ce que les batailles continuent? Oui, les batailles vont continuer peut-être pendant une année encore. Ou peut-être moins, on ne sait pas. Tout dépend de comment les Russes vont continuer à mener cette guerre. Si la Russie avait mené cette guerre, comme font les Américains, venir bombarder, raser tout, peut-être que ça aurait fait 3, 6 mois. Mais les Russes, eux, ne font pas cela, parce qu'ils disent que les Ukrainiens sont leurs frères, sont leurs cousins, leurs cousines. Alors, ils sont en train de s'attaquer aux cibles militaires, les bases militaires, les caches d'armes, les réserves énergétiques qui sont utilisées par l'armée ukrainienne. C'est pour ça que c'est difficile comme guerre. C'est pour ça que les Russes meurent beaucoup. Sinon, ça n'allait pas arriver. Ils doivent avancer vers le soldat en uniforme. Au lieu de venir et raser la ville au complet, raser tout ce qu'il y a là et ne pas subir des pertes, ils ne le font pas. Parce qu'eux, ils ne veulent pas massacrer la population ukrainienne qu'ils considèrent comme les leurs. Quand les Ukrainiens vont se rendre compte de l'erreur qu'ils ont commise, à croire encore, comme du temps d'Hitler, aux Américains, ils vont tellement en vouloir aux Américains. Et cette fois, les Américains n'ont pas la chance de faire de l'Ukraine une colonie, parce que les Russes ne vont pas permettre ça. En 1945, ils ont fait de l'Allemagne leur colonie, ils sont restés sur place. Et ils ont imposé aux Allemands de ne jamais parler de ce qui était arrivé en ces temps-là. Aujourd'hui, les Allemands ne peuvent même pas parler. Ils ne peuvent rien revendiquer. Ils ne peuvent pas dire non, non, nous, Allemands, on n'était pas des tueurs. C'était une politique qui était imposée ou inspirée à Hitler dans le passé. Notre but n'était pas de massacrer les Juifs. Je ne veux pas embarquer sur l'affaire de l'Holocauste. Vous savez, hein, si j'étais libre d'en parler, j'allais vous en parler et vous dire des choses incroyables. Mais je ne suis pas libre de le faire parce que ma vie serait en danger et celle de mes enfants. Alors,
Je laisse ça comme ça. Mieux que vous continuez à croire ce que vous croyez, que moi je ne crois pas à ce sujet-là. Ou que je crois d'une certaine manière. Est-ce que les Juifs sont morts? Oui, en masse, beaucoup. Est-ce qu'ils ont été les seuls à mourir? Non. Plusieurs sont morts. Là-bas, en Allemagne, on n'a pas tué que des Juifs, on a tué plusieurs d'autres cultures. Mais est-ce que les choses se sont passées exactement comme on nous le dit? Comme c'est écrit dans les livres? Dans les documentaires? Pas tout à fait. Mais les Allemands n'ont pas droit de dire leur version des choses. Ils n'ont pas ce droit-là. Les Ukrainiens, eux, auront ce droit-là parce qu'ils ne seront pas une colonie américaine. Ils ne le seront pas. Les Américains voulaient en faire une colonie et attaquer la Russie à partir de là, détruire la Russie, se partager les richesses de la Russie, faire de la Russie ce qu'ils sont en train de faire de la RDC aujourd'hui. Mais les Russes ont dit niet. Ce n'est pas arrivé avec les anciens, ce n'est pas arrivé avec Napoléon, ce n'est pas arrivé avec Hitler, ça n'arrivera pas avec vous, occidentaux, vous, Ukrainiens, voilà. Donc, on n'a pas grand-chose à dire que ça. Demain, comme on est déjà aujourd'hui, peut-être que les choses vont se dessiner beaucoup plus. Hey, vous savez quoi? Regardez l'esprit du BRICS. L'Inde et la Chine se sont entremangés pendant très très longtemps parce que les Américains se cachaient derrière l'Inde pour créer des antagonies entre l'Inde et la Chine. Mais vous avez suivi il y a 2 jours. Non, c'était hier. Oui, c'était hier que le premier ministre indien, Narendra Modi, et le président chinois, Xi Jinping, ont déclaré ensemble qu'ils ont mis fin à leur contentieux, à leur conflit. N'est-ce pas beau ça? Ça, c'est un coup dur pour les Occidentaux qui alimentaient ce conflit-là pour affaiblir les deux puissances. Les Indiens ont compris, et les Chinois ont compris. Aujourd'hui, ils nourrissent le conflit entre le Japon et la Russie. Quand il y a eu le premier ministre japonais, Shinzo Abe, il voulait trouver une solution avec les Russes au conflit qui les oppose, parce qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, la Russie et le Japon n'ont jamais fait la paix. Ils sont en état de guerre, même s'ils ne se tirent pas dessus. Quand ils ont voulu faire cette entente-là, les Américains ont dit aux Japonais, si vous osez vous entendre avec les Russes, nous allons vous arracher, nous allons vous prendre l'île d'Okinawa immédiatement. L'île d'Okinawa déjà est entre les mains des Américains qui ont une base militaire gigantesque là-bas. Et depuis 1945, le Japon est une colonie américaine. Le Japon n'a aucune politique extérieure propre au Japon. Tout est dicté par les Américains. Quand les Américains font des sanctions contre la Russie, ils disent au Japon, faites pareil. Quand ils sont en train d'armer l'Ukraine, ils disent aux Japonais, faites pareil. Même si ce n'est pas vraiment la volonté des Japonais, mais ils n'ont aucun choix, ils sont une colonie. J'espère qu'ils comprendront eux aussi, et qu'ils vont faire pareil. Il n'y a que quelqu'un comme Kagame qui ne comprend pas qu'il faut faire la paix avec ses voisins. Ça ne va pas rester comme ça.
Un jour, ça changera. Et quand ça changera, qu'est-ce que Kagame aura laissé à son peuple rwandais? Des ennemis tout autour. Merci d'avoir été là au Conspiratorium. Je suis votre frère Bertin Bahaya. Et au prochain numéro, BRICS numéro 2, BRICS jour 2, voulais-je dire. Demain. Au revoir.